N'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire. Amadou Debitao, cofondateur de Banlieusards Nouveaux, arrive en France très jeune. Il vit une grosse partie de sa jeunesse à Gennevilliers. À travers son parcours, tu vas comprendre sa capacité à s'adapter et aussi à vouloir transmettre et tirer vers le haut un maximum de personnes autour de lui. De nature calme et introvertie, se cache un homme ambitieux. Sans plus tarder, l'épisode 21 du podcast Artisan de l'Esprit, avec la question phare, comment va ton cœur ? Ça va, hein. Moi en général je suis quelqu'un d'assez positif, on va dire, donc ça va, je suis bien, je suis apaisé. Franchement ça va toujours en vrai, même quand ça va pas, je cherche toujours, je vais puiser, je vais chercher le positif, hein. Donc, Ouais. En vrai ça va, Dieu merci. Eh ben tant mieux, Dieu merci, alors ça fait plaisir. Alors dis-moi Amadou, est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse à travers ton quartier ? Donc ma jeunesse à travers mon quartier, déjà moi on va dire, de toute façon j'ai passé toute ma jeunesse au quartier comme beaucoup. Je suis arrivé au quartier. Alors moi je suis pas né au quartier, j'ai plein de potes qui sont nés au quartier. Ou moi je suis né au Mali, rien à voir, autre contexte. Et je suis arrivé en fait et j'ai appris le quartier, tu vois. Mais je suis arrivé, on va dire, j'étais déjà conscient. J'avais connu autre chose avant de connaître le quartier. Donc j'arrive à l'âge de 4 ans, moi, Gennevilliers, cité du Luth. Ma jeunesse, écoute, je t'explique déjà rapidement le contexte. En vrai, j'habite pas directement au Luth, j'habite au Luth, mais après je déménage, j'habite à Argenteuil, à la ZUP, pendant quelques temps. Après je reviens. Est-ce que tu peux détailler ça, parce que tu m'as dit que t'étais arrivé en France en 97. Donc 97, jusqu'à quel âge tu pars à Argenteuil? Comment après je sais que t'es quand même assez jeune. C'est ça, j'étais petit, j'avais pas vraiment la notion du temps, mais on va dire, alors j'arrive 97, je fais peut-être quelques semaines à Gennevilliers au Luth, même peut-être. En vrai, c'est assez mélangé dans ma tête, mais de mon ressenti en tout cas, je pense avoir fait quelques semaines, parce que je suis arrivé en été 97, donc c'était pendant les grandes vacances. Je fais quelques semaines à Gennevilliers. Ensuite, j'habite chez un oncle à la ZUP à Argenteuil, quelques temps. Je commence l'école là-bas. Ensuite, je reviens à Gennevilliers et du coup, je reprends l'école là-bas. Enfin, ça, c'est assez cafouillage. Je suis même incapable de dire j'ai commencé par quel côté d'abord. Je sais même pas, mais je crois que c'est à Argenteuil que j'ai commencé d'abord. Et ensuite, je suis arrivé à Gennevilliers. Et on va dire que c'est un choc un peu. Moi, j'arrive, je parle pas français. Hein. Ouais. À la base, j'arrive, je parle pas français. Chez les tout petits, bon après ça va, Dieu merci. J'étais petit, donc on apprend très très vite. Tu vois, en moins d'un an, j'ai appris le français. Je parlais français. Totalement. Mais enfin, déjà quand j'arrive, je sens un décalage un peu. Tu vois, une différence. Et moi, j'ai une très très bonne mémoire. Ça veut dire que je me souviens. Enfin, j'ai des amis d'enfance, par exemple, avec qui je raconte des anecdotes aujourd'hui. Eux, s'en rappellent pas, mais moi, je me rappelle précisément la première fois que eux et moi on s'est rencontrés, tu vois. Les émotions, comment je les voyais, etc. Et on va dire qu'ils étaient pas spécialement gentils avec moi, mais c'est les enfants, tu vois. Et surtout, moi, je suis totalement différent. Je suis tout nouveau, donc on va dire que voilà, ça a pas été facile au début, mais je me suis quand même bien intégré. Et donc, je fais toute ma jeunesse à l'école à Gennevilliers. Malgré que je déménage après du Luth, du coup, avec mes parents, ils ont trouvé un logement à Asnières, mais tous les jours, on faisait le trajet, du coup, Asnières, Luth. Donc, je fais toute ma scolarité à l'école primaire Jean Lursa. Ça va, ça se passe, c'était tranquille. On va dire, alors, je passais beaucoup de week-ends aussi, toujours à venir voir la famille là-bas. Et on va dire que donc, hors de l'école, tu vois, on traînait au quartier avec les potes, tout ça. Et moi je me souviens d'un truc, c'était à l'époque en fait où ça dealait énormément, tu vois, c'était vraiment un supermarché et tout. Et je me rappelle, nous dans le parc, on jouait avec parmi les seringues, tu vois. T'avais les personnes âgées de la maison de retraite qui venaient ramasser les seringues, ils nous faisaient de la prévention, ils nous disaient faites attention, tout ça. T'avais des gens qui faisaient des overdoses. On était petits, on voyait des gens KO arrachés par terre, tu vois. Et on va dire que c'était ça un peu, en tout cas une partie de mon enfance, jusqu'au collège. Donc arrivé au collège, je déménage à Asnières, au Mourinou. Donc là, c'est encore un autre quartier, tu vois, juste en face. Je fais 2 ans à Asnières. Donc là, pareil, je descends, vite quartier, tu vois. Tous les jours, ça foot, c'est que ça, tu vois. Que ça, après moi, on va dire que j'étais quelqu'un en plus d'assez, on va dire, plus petit, j'étais assez timide, tu vois. J'étais un peu bouboule, tout ça, timide et tout. Dire, moi, j'avais mon petit ballon, je descendais, je jouais, je remontais, enfin, tu vois, je cherchais pas plus loin.
Et tu rentrais d'école, tu faisais ton goûter, foot. Après, voilà, tu rentrais exactement. Chez toi. Devoir d'avoir, toujours. Et même moi, c'était après, voire pas du tout les devoirs, tu vois. Ouais, ah, carrément. Non, moi, ma mère, elle y tenait, hein. Les devoirs, tu vois, fallait que je les fasse. Et après, soit PlayStation, soit je sortais jouer, tu vois. Et 2006, je reviens en lutte. Là, cette fois-ci, je emménage, donc c'est chez nous, c'est notre logement, tu vois. Et donc, je reviens au collège, donc j'étais en quatrième, donc je reviens en lutte. Toujours aussi chaud, en vrai. Ouais. Toujours aussi chaud, des problématiques. Et on va dire que c'était peut-être même devenu un peu plus chaud, parce que l'époque où la première fois que je suis arrivé, ça vendait beaucoup de drogue, etc. Mais en général, quand ça vend beaucoup, c'est calme. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas ce genre de choses, parce qu'ils veulent pas ramener la police. En 2006, je reviens. Et entre-temps, il y a des restructurations, ils ont détruit des ponts, des trucs ont été détruits, donc ça vend moins. Mais l'ambiance quartier, elle est toujours là. Et c'est chaud, c'était chaud de ouf, je me souviens. T'as dit deux choses importantes. T'as dit un truc qui m'a tilté. T'as dit, en 2006, on déménage, mais là, c'est vraiment notre chez moi. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'avant, jusque là, on va dire que, la première fois que j'habite au Lutte, c'était pas chez moi, c'était pas pareil. Tu vois, on était chez ma tante. Ouais. Et chez mon oncle et tout. Et donc, t'es chez toi, mais t'es pas vraiment chez toi, parce que tu sais qu'à tout moment, tu pars, tu vois. C'était un truc temporaire. Ça veut dire que c'était mon quartier, je vivais là, mais je savais très très bien que c'était pas ma maison. Ok. 2006, je viens, c'est chez moi. Ouais. Là, c'est pas pareil. Et dans ta tête, ça fait quoi quand tu passes de plusieurs années où tu te sens jamais vraiment chez toi à la première fois que vous avez votre propre logement? Comment ça se passe dans ta tête? En plus, là, mes parents, ils achetaient, tu vois. Si tu veux, en fait, on va te dire en vrai, avant ça, mes parents, on avait déjà eu notre propre logement, tu vois, avant ça à Asnières. Mais c'était on va dire, ça avait été que des logements assez petits, des petits studios, tu vois, c'était un peu précaire et tout. On va dire, le premier logement bien qu'on avait, c'était à Asnières au Mourinou, tu vois. Donc là, c'était la location. Et là, quand on arrive au Lutte, c'était un nouveau step parce que mes parents, ils achetaient. D'accord. Vous êtes une famille de combien? On est 5 frères et sœurs. Okay. Donc voilà, je suis le plus grand. Okay. Et et donc là, ils achetaient, en fait. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment chez nous. Là, on achète. C'est chez mes parents, c'est chez nous. Et ça a pas le même sens. Ouais. Parce que là, je sais que je suis là pour en gros, limite jusqu'à ce que c'est ce qui s'est passé, hein, jusqu'à ce que je parte de là-bas. Ouais. Tu vois, jusqu'à ce que je me marie, tu sais que vous allez plus taper des allers-retours, etc. Exactement. Là, c'est vraiment, on est posé. Et t'as dit une deuxième chose importante, justement, par rapport au constat que t'as fait quand tu reviens dans ton quartier quelques années plus tard, c'est que certes, il y a toujours une ambiance de quartier où tu tapes des bars, tu t'amuses et tout, mais tu sens qu'il y a une espèce de gap, notamment sur le fait de gens qui vendent de la drogue, des substances, etc. Et que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des points de vente qui ont été détruits ou que sais-je, tu vois. Et est-ce qu'il y a pas une forme de paradoxe entre je suis grave content parce que mes parents ils ont acheté, on a notre vrai chez moi, mais aussi je me sens un peu moins en sécurité, peut-être parce que c'est plus tendu, parce que on va dire, sur l'aspect sécurité, non, parce que j'avais fait toute ma scolarité là-bas, tu vois. En vrai, même si j'y habitais plus depuis un moment, du CP, de la maternelle jusqu'au CM2, j'y étais, tu vois. Et je suis parti juste 2 ans à Asnières et je suis revenu. Sauf que j'y habitais vraiment. Donc en vrai, mes potes, c'était toujours mes potes, ça avait pas changé. Donc sur l'aspect sécurité, non, il y avait pas, franchement, je craignais rien. Par contre, c'est vrai que je pars d'Asnières, c'était un peu chaud aussi, tu vois, les Mourinou, mais là, j'arrive au Lutte, c'est encore un autre cap. Après, quand je parle d'aspect sécurité, c'est plus dans le truc que je suis pas serein sur mes potentiels objectifs d'avenir. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai. Franchement, je l'ai senti ce truc, hein. Quand j'arrivais et tout, les trucs d'embrouille, etc. Tout ça. Quand j'étais à Asnières pendant 2 ans, jamais, des petites bagarres, genre de choses, tu vois. Mais c'est des querelles. Mais quand je suis revenu Lutte, et tout le temps, j'entendais, ouais, vas-y, venez, on va s'embrouiller là-bas, ouais, venez, on va là-bas. Et là, faut avoir les nerfs solides, tu vois. Parce que vite, tu te fais engrainer, tu suis direct, hein, tu vois. Et, en plus, ces moments-là, c'était vraiment, c'était courant, hein, les descentes en bruit là-bas, à gauche, à droite, tu vois. Tout le temps, ouais, un tel, c'était quoi? Je vais t'expliquer les embrouilles, hein. Des fois, c'était un tel, il s'est fait traiter sa mère par un mec de là-bas. Vas-y, venez, on y va. Ok. Tu vois, ça veut dire vraiment, faut être solide. Mais on va dire que, vas-y, moi, je suis arrivé, mais, tu vois, toujours, je suis un peu dans mon délire, un peu, tu vois. Ça veut dire, même je vais être là et tout, mais je peux être là sans être là, en fait. Ça veut dire, tranquille. Okay. Et j'avais aussi assez de force de caractère pour faire ce que je voulais. En gros, pour pas me laisser influencer. Si je veux pas faire un truc, je le fais pas. D'accord, bah super.
Et donc après, excuse-moi, je t'ai coupé, mais donc ensuite, tu reviens, vous achetez, etc. T'as quel âge à ce moment-là? 2006, j'avais 13 ans, 12-13 ans. 13 ans, ok. Je suis né en 93, ouais, 13 ans. Qu'est-ce qui se passe après alors? 13 ans? Donc 13 ans, tu vois, je reviens en quatrième, petit choc un peu par rapport au collège, on va dire. À Asnières, j'étais assez bien intégré. On va dire que j'ai toujours eu, on va dire, pas des facilités, mais ça va. À l'école, sans trop me craquer, ça va. J'avais les 13, 14 de moyenne, tu vois. Ouais. J'arrive là-bas, je sais pas ce qui se passe. Premier trimestre, je descends à 12, hop, 10. Tu vois, je descends vite. Et vas-y, je crois qu'il fallait que juste me réadapte, en fait. Parce que paradoxalement, en fait, je pense qu'en termes de niveau, ils mettaient la pression dans le quartier. Au niveau de l'école, en tout cas, tu vois. Je pense qu'ils voulaient vraiment rehausser le niveau un peu. Et ça fait que, en tout cas, sur le niveau attendu, enfin, c'était exigeant. C'était plus exigeant qu'à Asnières, okay. Pourtant, c'était un peu moins chaud la Dijonais, tu vois. Mais bon, je pense qu'en tout cas, c'est un travail qu'ils avaient mis en place. Et donc, voilà, fallait que je me réadapte un petit peu, mais on va dire que tranquille, je m'accroche comme je peux. Donc je passe seconde générale, tu vois, lycée Galilée, je reste à Gennevilliers toujours. Et là, en fait, on va dire premier choc. Enfin, choc oui et non, mais je me comprends. En gros, je t'explique. Le Luth, c'est un grand quartier. Pendant très longtemps, tout était fermé. On avait le centre commercial au milieu du quartier. Ça veut dire, dans la ville, déjà, les autres quartiers de la ville, je les connaissais que de nom par rapport aux embrouilles. Okay. Mais je connaissais aucun mec des autres quartiers. Je savais même pas à quoi ça ressemblait des fois. Tu vois, et là, j'arrive au lycée, je me mélange avec d'autres gens d'autres quartiers de la ville. J'ai limite l'impression que c'est des gens d'une autre ville, qui viennent de loin, alors qu'on est de la même ville, tu vois. Et donc, là, t'apprends à connaître d'autres personnes, d'autres trucs. Tu vois, moi, toute ma vie, j'ai grandi avec les mêmes personnes. Tu vois, parce que la maternelle, la primaire, c'est dans le même quartier. Le collège, et déjà même le collège, hein, c'était, on va dire, quand je suis revenu, c'était aussi un mini-choc, parce que le quartier, justement, il est grand, et il y a plusieurs écoles. Donc, t'as les écoles d'un côté et des écoles de l'autre côté. Déjà, quand on arrive au collège, du coup, t'as un premier mélange qui se fait déjà. On avait l'impression que, quand on était tout petit, nous, pour le dire, hein, il y avait des mecs du Luth qui se battaient avec d'autres mecs du Luth, mais c'était juste de l'autre côté, tu vois, et pour eux, c'était même pas le même quartier, déjà. Ok, je vois. Tu vois, et donc, mais c'est à peu près ce qui se passe, tu vois, quand j'arrive au lycée. Et tu vois, j'apprends à découvrir un peu, tu vois. Je m'ouvre un peu, je rencontre même des gens qui viennent d'autres villes et tout. Des gens qui viennent de Picardie. Ça commence, il y avait des Picardie. Des gens de Compiègne, ou pas? Non, même pas. Toi, tu veux une dédicace. Ouais. Non, même pas. Il venait de Picardie, je sais plus d'où, tu vois, mais c'était un seul gars. Mais je me rappelle, moi, ça m'avait choqué. Je me suis dit, Picardie et tout. Je crois que pour moi, c'était trop loin. T'avais des clichés sur nous ou pas? À vous? Non, en vrai, c'est même pas que j'avais des clichés, c'est que je connaissais même pas. Pour moi, je me disais, qu'est-ce qu'un mec de Picardie vient faire ici, tu vois. Je comprenais même pas, tu vois. Parce qu'on a toujours ce truc on avait tout à côté. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vas faire aussi loin, tu vois, je comprends pas. Et, mais tu vois, ça a été une première expérience. Et, du coup, après, ma seconde générale, je passe en première STG. Du coup, c'était, l'actuel STMG, ça s'appelait STG. Et je vais au lycée René Offray, tu vois, à Clichy. Donc là, pareil, nouveau gap. Là, je change de ville carrément, tu vois. Donc je me dis, ah ouais. J'ai grave hésité, hein. Tu vois, tellement j'ai ce petit confort vas-y, Gennevilliers, j'ai grave hésité, mais je suis parti parce que c'était pour ma carrière, entre guillemets. T'avais un peu peur? Parce que, souvent, ce genre de changement, ça peut faire un peu peur, tu vois. Ouais, non, en vrai, ouais. Oui, c'est ça. En gros, c'est pas de la peur, mais de l'appréhension. Je me disais, est-ce que je le regretterais pas, tu vois. Mais en vrai, c'est des questions qu'on se pose parce qu'on me connaît pas, tu vois, c'est l'inconnu. En vrai, je suis parti, j'ai pas plus regretté d'aller là-bas que quand j'étais à Gennevilliers, tu vois. Et ça, est-ce que ça t'a, je sais pas, ça se voyait que déjà à cet âge-là, t'avais déjà l'esprit bien ouvert, mais est-ce que ça t'a aidé à mieux t'adapter aujourd'hui, ou tu vois, est-ce que ça t'a apporté des petites compétences, mine de rien? Moi, en vrai, moi, le truc, c'est quoi? C'est que de nature, on va dire, je suis assez curieux. C'est-à-dire, j'aime bien regarder. En fait, je veux comprendre les choses. J'aime bien essayer de chercher à comprendre, en fait, comment est-ce que les choses fonctionnent, comment est-ce que telle chose se passe, comment ça, tu vois. J'ai un esprit assez curieux, et je pense que c'est surtout ça, en fait, qui a fait que, on va dire, j'avais l'esprit ouvert, tu vois. Mais après, on va dire les compétences que j'ai pu acquérir, en tout cas, c'est les choses, on va dire, c'est naturel, en fait. Pour moi, c'est pas des compétences, c'est juste ma nature, en fait, qui fait que, tu vois, je vais vers telle ou telle chose. Ça marche. Et donc, après Clichy, là, encore un nouveau step, tu vois. Alors, en vrai, j'ai mon bac, tu vois. Du coup, bac STG, avec mention. Avec mention, assez bien. J'ai un 19 sur 20 dans la matière de prédilection, parce qu'en gros, du coup, je fais un site web et tout, je présente un projet. 19 sur 20, j'ai la meilleure note de tout le truc, hein. C'est moi qui ai la première note, tu vois. Bon,
Et donc du coup, j'essaie de faire un BTS en alternance d'abord, tu vois. Donc je vais faire une alternance. Et là, c'est mort, je perds 1 an. Je trouve pas d'alternance, ça c'est un bourbier. Et je pense que c'est une problématique que plein de jeunes rencontrent après le bac. L'alternance, moi je pense que si je peux donner un conseil, après le bac, si t'es pas sûr d'avoir des contacts, parce qu'en fait c'est que du piston, parce que t'as pas assez d'expérience, en vrai vise l'initial, c'est mieux, vise l'initial. Parce que tu risques, t'as de fortes chances de perdre ton temps en fait. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de rentabiliser au max en passant mon permis de conduire, etc. Et j'ai revisé du coup un BTS SEO, tu vois. Et donc là, quand j'ai mon BTS SEO, enfin je suis accepté dans le BTS du coup, je passe à Courbevoie. Donc là, pareil, appréhension. Je me dis attends là, je vais passer, tu sais, Clichy, Geneviève, ça c'est la même gamberge un peu, tu vois. Sur urbain, enfin c'est banlieue, c'est quartier et tout. Courbevoie, c'est pas le même délire. Non. Et là, t'as vu, j'ai appréhension de ouf. Je me dis, ah ouais, là, ça peut vraiment être différent. C'est-à-dire que quand j'arrive avec des gros préjugés de fou, par contre, t'as vu. Là, je m'attends vraiment, vas-y, on va dire le cliché, à tomber sur des beaufs, des trucs comme ça. Alors que moi, déjà, on va dire, je suis pas un mec, je suis pas un mec qui, tu vois, mais bon, bref, je m'attends à tomber vraiment sur, je me dis, limite, je suis à deux doigts de me dire, est-ce que je vais vraiment aller là-bas, tu vois. C'est pas mon milieu, je vais pas être à l'aise, tu vois. Mais vas-y, je me dis, on verra bien. Et donc, voilà, on tente. Et donc, j'y vais, tu vois. En vrai, j'avais bien raison. J'arrive, le milieu, c'est vraiment différent, tu vois. Je suis dépaysé de ouf. Je suis secoué, hein. Je te cache pas, là, on va dire, et le premier mois, je suis secoué de ouf. Ça veut dire que t'hésites à continuer. Ouais, j'hésite. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, je reviens d'1 an où je suis pas allé à l'école. Il y a ce truc-là c'est-à-dire, faut que je reprenne le rythme. En plus, dans un milieu, je suis déphasé, ça. Alors, je reprends sur ça. 1 an, tu l'as vécu comme un échec? En tout cas, t'as perdu du temps. J'ai pas vécu comme un échec, j'ai perdu du temps, ouais. Et en fait, c'est surtout, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais bien l'école. Il y a plein de gens, en fait, qui savent pas, mais je pense que, en fait, t'as vu, quand t'arrives à ta dernière année d'école, ça te fait un truc, tu te dis, ah ouais, genre là, c'est fini. Tu passes à la vie active. Je là, ouais, là, c'est fini, genre, c'est vraiment la fin, là. Genre, toute ma vie, j'ai connu que ça, et ça, c'est fini, tu vois. Mais pourtant, quand t'es à l'école, tu vois, ça le saoule. Mais franchement, les 1 an, là, et je te jure, je me suis dit, quand je vais reprendre l'école et je vais être assidu. Je me suis dit, c'est trop bien l'école, en fait. Je voyais un confort quand même. Tu vois tes potes, ils vont à l'école et tout, et vas-y, c'est nul, toi, t'es là, t'es à la maison, tu galères, vas-y, ça me saoulait. Et donc ça, c'est l'élément quand même qui t'a donné envie de continuer l'école. Mais est-ce qu'il y a quand même une espèce de remise en question où tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que t'as mis sur la balance entre commencer à chercher du taf ou continuer les études? De fou. Tous les jours. Même pour te dire, il y avait pas un jour qui passait où je passais pas d'un état à l'autre. Parce que c'est des moments de doute quand même, tu vois. Fort. C'est quand tu vas pas où tu veux aller, quand tu te confrontes à des échecs, t'es dans le doute total et t'as envie de prendre la facilité qui est, vas-y, j'abandonne et je switch. Bah, franchement, je te dis, à un moment, je me suis dit, en plus, c'était quoi? C'était le moment où les gens, ça commençait à être à la mode, de travailler dans la fibre. T'as vu? Ça veut dire, je me suis dit, ah, mais attends, ça peut être bien la fibre. En plus, je vois des potes, ils bossent dans ça, ils font de l'argent de ouf. Je me dis, ah, mais ça peut être bien la fibre et tout. Je me dis, ouais, mais non. Parce que moi, à la base, je me suis dit, il faut que je sois ingénieur. Il faut que j'aille jusqu'à un master 2 dans l'informatique. Je me suis dit, ouais, mais non, vas-y. Tu t'es dit ça à quel âge? Franchement, depuis bien avant mon bac, hein. Franchement, depuis la seconde, hein. Mais comment c'est venu cette envie de... L'informatique, en fait, en gros, je t'ai dit, je suis curieux, moi, tu vois. J'en avais déjà parlé, tu vois, mais en gros, c'est quoi le truc? C'est, moi, je joue aux jeux vidéo. Tu sais, quand je joue à un jeu vidéo, je suis pas en mode, je vais terminer. J'ai jamais fini de jeu vidéo de ma vie. Jamais terminé de jeu de ma vie. À chaque fois que j'ai un jeu, en fait, mon seul but à moi, c'était quoi? C'était de tester les limites du jeu. C'est-à-dire, je voulais regarder, comment ça marche ce truc-là? Mais attends, est-ce que je peux essayer de faire ça? J'essaie de faire plein de trucs, des expériences, trouver des bugs. Vas-y, je jouais vraiment. C'était ça mon kiff, moi, tu vois. Et le meilleur jeu pour moi, c'est GTA, San Andreas, tout ça. Pourquoi? Parce que avec les codes et que ça, je pouvais faire plein de trucs. Tu faisais quoi, par exemple? Moi, j'étais pas gentil, hein. C'est GTA, c'était pas bien sympathique. J'essayais plein de trucs. J'allais sur des forums, je regardais qu'est-ce qu'on peut faire, bref, où j'étais à 4. Je torturais des gens, je torturais des gens, tu vois, j'essayais même, même par rapport au personnage, faire des cheat codes un peu, trouver des trucs. Dans GTA 4, il y a des trucs, je peux rentrer dans des bâtiments, rentrer dans le sol, rentrer dans des murs, et tu peux tricher, tu vois, faire des trucs, tu vois, moi, c'est vraiment ça qui m'a amené à aller vers l'informatique, hein, parce que je voulais savoir, en fait, comment un jeu, ça marche. Et surtout, moi, j'aimais bien le graphisme. C'est-à-dire, par exemple, des fois, mes cousins, mes petits frères, mes cousins, ils pétaient un pont. Je faisais quoi? On jouait à FIFA, il y avait des actions, et des fois, j'allais et je mettais mode ralenti, et juste pour regarder
la fluidité, le gameplay, comment le mec il tirait, comment la balle elle se déplace. Et des fois, je zoomais sur la tête du joueur, je regardais, est-ce qu'il avait été bien réalisé. Enfin, bref. Est-ce que t'es perfectionniste? Pendant longtemps, je l'ai été. Objectivement, ouais. Pendant longtemps, en vrai, je l'ai été, mais je me force à plus l'être. Ça veut dire que là, je suis plus en mode, je tranche, tu vois. En fait, je me force. Pourquoi? C'est quoi la limite? En fait, justement, en fait, le truc, c'est de déterminer la limite. Ça veut dire que le problème du perfectionniste, c'est que il va toujours vouloir faire mieux. Mais le problème, c'est qu'on peut toujours faire mieux. Ouais. On peut toujours faire mieux. Ça veut dire tu t'en sors jamais. Ouais. Et ça, moi, pendant longtemps, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, tu vois. Et notamment par rapport à Banlieusards Nouveaux, tu vois, mon projet, j'ai changé totalement de manière de fonctionner. Et en fait, je vais au meilleur compromis. Ça veut dire dès que je vois que je fais un truc potable, je pose beaucoup de questions aux gens, je teste. Et dès que je vois que les gens ils valident et que c'est bon, mais que ça me dit des mais, et ces mais là, moi je les prends pour du surplus en fait, c'est du plus, tu vois. Ouais. Si moi ça me satisfait, que les gens ils trouvent ça potable et que c'est bien, on s'arrête là, t'as vu. Sûr. Et pour moi le truc il est très bien. On améliorera au fur et à mesure, tu vois, avec le temps. Mais voilà, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est comme ça qu'il faut trancher. Faut un truc efficace, qui plaît, qui est bien. Mais pas chercher à aller dans le détail absolu, tu vois. Dans la perfection. Comme t'as dit, ce sera jamais parfait. Moi, je te rejoins parce que c'est exactement ce que j'ai fait avec le podcast. C'est tester rapidement et dès que tu peux sortir un truc potable, tu le fais. Parce que, en fait, le perfectionnisme, pour moi, ça amène au doute et le doute, ça amène à l'inaction. Beaucoup aussi. Franchement, je suis grave d'accord avec cette phrase-là. En fait, c'est de moi, juste, voilà, si vous voulez la reprendre, vous... Ouais, m'enseignez, Osama, s'il vous plaît. Copyright. Ouais, non, franchement, je suis grave d'accord. C'est ça, en fait. Être perfectionniste, ça te mène au doute parce que du coup, tu te poses des questions qui sont en réalité superflues. À la base, quand tu fais ton truc, c'est pour atteindre un but. Une fois que ton but il est atteint, pourquoi est-ce que tu continues à tourner en rond? Et des fois même, tu sais, j'ai l'impression c'est quoi? C'est même inconsciemment, en vrai, c'est juste un moyen de vouloir se cacher et pas se lancer. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire qu'on trouve des prétextes un peu pour pas prendre de risques, pas. Et tu vois, le meilleur moyen, c'est quoi? Faut se jeter à l'eau. Tu vois, moi, quand je lance Banlieusards Nouveaux, je te jure, hein, pendant longtemps, en tout cas, j'ai hésité un moment à lancer le truc. Je me suis dit, t'as vu, le meilleur truc, c'est quoi, en fait? Arrête de tourner en rond, là, ça fait un moment, tu te leurres. Lance le truc, engage-toi, et surtout, en fait, une fois que t'es engagé devant tout le monde, t'as la pression. Ouais. En fait, le truc a fait que j'ai continué, et j'ai maintenu, j'ai pas lâché, parce que je me suis engagé. Et une fois que j'ai donné ma parole devant les gens, entre guillemets, et je suis obligé. Là, il y a 2 semaines, j'ai sorti un spot, là, où je fais mon personal branding et tout. Mais en vrai, les gens, ils ne captent pas, ils voient ça comme du personal branding. Mais en vrai, moi, je me fais une promesse. Tu vois, je commence ce truc par, Banlieusards Nouveaux, c'est l'histoire d'un jeune de quartier qui veut créer l'un des plus grands médias français. Cette phrase, elle est pas anodine. Tu vois, tu peux croire que c'est de l'ego trip, etc. Mais en vrai, moi, je me fais une promesse quand je dis ça. Là. Et surtout, je l'ai dit, je dois le faire. Ouais. C'est-à-dire, là, maintenant, je vais me craquer, on va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et, des fois, tu vois, c'est ce qu'il faut, en fait. Bien sûr. Mais clairement, il y a le fait de s'engager. Et moi, je vous invite vraiment à regarder un de mes TED Talks préférés qui s'appelle, les 100 jours de rejet par Jia Jiang. Donc, Jia, J-I-A, et Jiang, J-I-A-N-G. Et en fait, c'est un mec qui a jamais eu confiance en lui, que tout le côté dev perso, ça lui plaisait pas forcément. Mais un jour, il s'est dit quoi? Il s'est dit, il a commencé à rechercher et tout. Il a trouvé un mec qui avait fait 30 jours de rejet. Et le concept, il est très simple. C'est, tu demandes des trucs farfelus à des inconnus pour qu'ils te disent non. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu seras à l'aise avec le fait d'être rejeté par des propositions, etc. Et en fait, plus tu serais surpris de ce qui peut t'arriver. Et lui, il a fait ça en 100 jours, et au bout du 3e jour, il a déjà des résultats incroyables, tu vois. Il explique que le premier jour, il va en bas de son taf et demande au vigile $100. Vigile lui dit non, et lui, il a même pas attendu qu'il dise non, qu'il était déjà parti parce qu'il était en sueur, il était en panique et tout. Mais le 3e jour, il va dans un truc de donuts et il leur demande de faire les sigles des Jeux Olympiques en donuts. Et en fait, il était étonné parce que la meuf a commencé à réfléchir pour voir comment faire, etc., tu vois. Et en fait, c'est toute cette réflexion-là qu'il y a derrière qui était intéressante. Donc vraiment, peut-être, et moi, je vais l'expérimenter tôt ou tard, et peut-être même que je le ferai en format podcast, pourquoi pas, mais voilà, je l'ai dit aussi, donc je suis obligé de m'engager maintenant. Mais voilà, ça fait un moment que je l'ai en tête et c'est très intéressant en tout cas. Moi je pense que carrément tu devrais même le faire format podcast, hein. Ouais. Un truc retracé, tu mets tout le monde dans l'aventure. De ouf. Là tu t'es engagé, il nous faut les preuves. En fait, il faut que je réfléchisse sur les propositions, les questions que je peux poser aux gens, tu vois. Mais il faut que ce soit des inconnus.
Donc t'as double peine, t'as voir des inconnus et selon le lieu et tout, demander des trucs. Des fois, il faisait des trucs tordus. Il allait voir au Starbucks et il demandait est-ce que je peux faire le mec à l'accueil et demander et juste dire aux gens bienvenue, tu vois. Des trucs de ouf, mais tu vois, vraiment absurde. Ouais, donc c'est ça aussi, il faut avoir. Ah, il faut. Mais je pense qu'il a dit au début il était en sueur, mais comme t'as dit après, c'est passé. Donc je pense que tu t'habitues. C'est ça exactement. Enfin, on a sauté pas mal de choses. On a été un petit peu trop en avance sur Banlieusards Nouveaux, mais on va y revenir dans pas longtemps. Moi, il y a juste, on a compris que t'étais un geek, t'étais quelqu'un qui était très curieux, qui s'intéressait à plein de choses et tout. Et t'as commencé par lancer un premier business, mine de rien. Ouais. Bah en fait, en gros, je vendais des objets connectés. C'est ça, c'était avant Banlieusards Nouveau du coup. Donc ça, c'était mon premier projet, on va dire. C'est un truc que j'ai fait plus par kiff. Comment ça s'est passé? J'avais connecté ma maison. Geek que je suis. Toujours la même chose, hein. Le même délire, c'est voir comment ça fonctionne. Hein. Ouais. Ça a toujours été mon rêve, tu vois. Je connecte. Comment est-ce que ça fonctionne, comment ça interagit, etc. J'essaie différents cas de figure et tout. Et donc voilà. Et quand je fais ça, en fait, moi je snap à chaque fois. Je mets les vidéos, j'aime bien rigoler. Et là, t'as des gens, sérieusement, qui me disent, mais c'est quoi ce truc, c'est lourd et tout. Moi aussi, je veux la même chose. Je me dis, mais attends, en vrai, il y a moyen de faire un petit business. Ça veut dire, ce que je fais, c'est que, vas-y, je fais un truc rapide. Je fais développer un site en 2-2. Je crée un compte Insta et vas-y, je commence à vendre. Et ça prend. Ça commence à vendre, il y a des gens qui m'achètent des trucs et tout. Je me dis quand même c'est bien, tu vois. Et surtout en fait, ça m'a fait un premier gain de confiance. Tu vois, ça je me dis OK, donc je peux faire des choses, tu vois, je l'ai vraiment fait à l'arrache, tu sais, je me suis même pas craqué. Pas d'études. Bon, je dis pas que c'est un truc qu'il faut faire, hein. Mais en tout cas, j'ai fait un MVP en rapide. Je l'ai fait instinctivement sans me prendre la tête. Mais parce que déjà, j'ai su être dans ce truc. MVP pour les gens qui connaissent pas. Du coup, le MVP, c'est le minimum viable product. En gros, c'est la version la plus basique, la plus simpliste de ton projet, tu vois. Qui se rapproche de ton projet. Et donc ça, justement, en fait, faut être capable de trancher, tu vois. Faut être capable d'avoir cet esprit de, pas perfectionniste, de vouloir le truc le plus beau, mais faut juste le truc le plus efficace. Et donc, voilà, hein. Très rapidement, je l'ai fait instinctivement, parce que c'est ce qui me paraissait le plus direct. Et je pense que c'est même de là, en vrai, que j'ai eu la transition, tu vois. J'ai acquis ce truc de, aller droit au but, tu vois. Quand je vois un truc, boum. D'accord. Et ça a duré combien de temps, déjà, ce projet? Les objets connectés? Franchement, ça a dû durer j'ai fait ça peut-être, 4-5 mois. Okay. En fait, ça a duré jusqu'à Banlieusards Nouveau. Ah, ok. Tu vois, ça veut dire que j'avais du temps, je faisais mes trucs, je vendais mes trucs, tac. Et au début, je lance Banlieusards Nouveau, mais je me dis, je vais être sur les deux, tu vois, tranquillement. Et ce qui se passe, en fait, c'est que non. Banlieusards Nouveau, ça prend de plus en plus de place. En fait, ce qui se passe, c'est que, la différence avec Banlieusards Nouveau et l'autre, c'est que l'autre, je vends des objets, tu vois, je vends quelque chose. Donc c'est le mec, il achète pas. Banlieusards Nouveau, je donne, tu vois, je donne aux gens, je donne des choses. Et les gens, tu leur donnes, ils te rendent. Et donc, ça crée une relation, ça crée un truc qui fait que de plus en plus je suis tiré par ce truc là, tu vois. Et surtout que et là tu vas pouvoir pitcher, mais c'est deux choses totalement différentes. Comment tu passes de vente d'objets connectés à un média Banlieusards Nouveau? Mais en fait, les objets connectés, on va dire, c'est un truc que j'ai fait plus, on va dire, pour m'amuser, tu vois. C'était pour m'amuser, c'est parce que on m'a demandé, en fait. Tu vois, moi au début je faisais ça pour m'amuser, on m'a demandé. Parce que t'as beaucoup de business qui commence comme ça. C'est ça exactement. Et donc moi je me dis vas-y, ok, tu vois, et je fais mon truc. Et on va dire que j'étais un peu curieux aussi, tu vois, je voulais savoir, tu sais, c'est quoi entreprendre, en quoi ça consiste. À ce moment-là, tu vois, j'étais sorti d'école, tu vois, on va dire que en fait, ma vie, elle était assez monotone, tu vois, j'étais un cadre, j'avais 24 ans, je suis ingénieur, je suis un cadre, j'ai une vie plate un peu, on va dire, entre guillemets, j'ai bureau, maison, tu vois. C'est-à-dire ça rajoute un petit truc, une petite dimension. Mais comment je passe à Banlieusards Nouveau? C'est le choix du cœur, Banlieusards Nouveau. Ça veut dire, c'est une évidence qui me vient, mais c'est vraiment, c'est instinctif, c'est naturel, c'est en discutant, tu vois. Avec des petites de mon quartier, etc., que je suis venu à ce constat-là, je me suis dit, ouais, en fait, les problèmes, tu vois, que les mecs, ils ont, en vrai, c'est leur manière de penser, déjà. Dès le départ, le premier problème. Après, il y en a d'autres qui peuvent venir après, mais on peut en tout cas, ces problèmes-là, on peut les affronter si on a la bonne manière de penser, tu vois. Et ils sont pas prêts, en fait. Les mecs d'un quartier, ils sont pas prêts à affronter ces trucs-là. Ouais. Et donc, en fait, c'est comme ça que moi, je suis venu à créer ce média, tu vois. Mais je l'ai même pas créé en tant que média, je l'ai même pas créé en mode, ouais, je vais faire un business, etc. avec. Tu vois, ça veut dire, pour moi, j'allais avoir YouthInks, donc mes objets connectés, et à côté, j'allais avoir mon média où j'allais faire mon petit truc. Mais ce qui se passe, comme je t'ai dit, c'est que les gens, tu leur donnes, ils te rendent. Donc, tu crées une relation. Et t'es de plus en plus dans ce truc-là. Hein? Comment ils te le rendent, les gens?
Moi, je me rappelle, dès le début, franchement, on me donnait de la force de ouf. Moi, j'étais choqué. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'on me donne autant de force. Et même, tu sais, des gens que je connaissais même pas dans ma ville, bah, c'est devenu des potes. Ou, tu vois, ça, tu sais, ils vont me voir, eh, franchement, c'est dur ce que tu fais, nanana, vas-y, continue. Tu sais, ça me demande, ouais. Excuse-moi, vas-y, Ouais. continue. Et du coup, tu sais, ça me demandait des nouvelles, ouais, ça se passe comment, ton truc, ça avance bien. Okay. Plein de fois, je vois les gars, tu vois, et je me dis, ça suscite de l'intérêt, ça. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de vraiment la première étape où tu commences à faire la première vidéo, le premier post, comment ça se passe? Ok, je vais. En gros, à partir vraiment du moment où tu concrétises vraiment, où tu passes vraiment à l'action. Bah ça, en gros, c'est quoi le truc? Comment je passe vraiment à l'action? C'est quoi? C'est en gros, c'est en fait l'idée me trotte un peu dans ma tête, tu vois, parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées avant, tu vois, qui m'ont amené vers cette évidence-là. Et je t'ai dit, je l'ai vraiment créé sur un coup de tête. Je t'explique. Je crée le compte Instagram sur un coup de tête. Je le mets en mode fantôme. Je follow personne. Le compte écrit, il est là. Personne ne le sait. Je commence à me dire, bon, c'est quoi le meilleur moyen, tu vois, du premier coup, en tout cas, en one shot, d'arriver, tu vois, sur le marché, tu vois. Et donc, je fais quoi? J'écris un scénario un peu, je me dis, ouais, une vidéo, tu vois, où je présente le projet, j'explique, ça peut être bien, une interview, tu vois, où je commence moi en premier, tu vois. Et à la base, le média, c'était juste quoi? J'allais juste faire des interviews de personnes qui allaient parler. En fait, je savais pas trop ce que j'allais en faire, tu vois. Ouais. Au début, c'était dans ma tête, pour moi, ça allait être que des entrepreneurs. Mais après, je trouvais que c'était trop restreint. Je me suis dit, c'est des personnes qui vont parler de leurs histoires inspirantes, tu vois. Et ça veut dire, je commence comme ça. Et donc, bah, je vais voir un pote à moi qui m'aide à faire la première vidéo. Et donc, la première vidéo, elle est prête. J'ai aucune raison de pas la balancer, tu vois. Et là, je suis en mode ouais, t'as vu, en gros, j'ai la vidéo, j'attends, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et je me dis, vas-y, il faut la balancer, t'as vu, si je la balance pas là, c'est fini, je vais pas le faire. Donc, je me dis, vas-y, je la balance. Donc, la vidéo, hop, je fais un teaser. Donc, j'envoie le teaser. Et une fois que j'envoie le truc, je me dis, ça, c'est fini, Amadou. Là, t'es grillé, c'est fini, il y a plus de marche arrière possible, tu vois. Et, donc, tu vois, là, je balance le teaser et tout. Donc, les gens, et en fait, déjà, j'étais surpris parce qu'il y a de l'attente. Les gens ils disent, ah ouais, lourd et tout, nanana, vas-y, on sera là, on attend et tout, tu vois. Et donc, t'as des gens qui repartagent de ouf, je me dis, ah ouais, quand même, tu vois. Et donc, je balance le truc, et la vidéo, elle prend un peu, tu vois. Franchement, allez, vas-y, je passe, le compte, il était en mode fantôme, mais vas-y, je prends 200, 300 followers, comme ça, en one shot. Je viens de nulle part, tu vois. Et je me dis, ah ouais, donc il y a peut-être un petit truc à faire, en vrai, mine de rien. Et voilà, c'est vraiment comme ça, tu vois, que je suis passé j'avais pas le compte quand j'avais le compte. Mais franchement, tu sais que, après avoir créé le compte, et même là, encore récemment, c'est rare, ça me le fait de moins en moins. Mais tu sais, il y avait pas un jour qui passait où je me réveillais le matin et je me disais, Amadou, t'es un fou, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Ah ouais? Mais je regrettais, moi. Ah ouais, carrément, regret. En fait, de regretter, c'est un grand mot, mais je me disais, en fait, je me disais, tu sais, j'avais des hauts le cœur, je me disais, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Toi, t'es là, tu fais ton taf tranquille. Tu viens, tu t'engages sur des choses comme ça et tout, tu vois, j'étais vraiment en mode. Mais c'était quoi, en fait, je pense, c'est une question de posture, tu vois. J'avais pas encore assimilé le truc, j'étais pas, c'est une grosse transition, en fait. Ça avait pas l'air comme ça, mais en vrai, je m'engageais à partir sur une grosse aventure. Et c'est petit à petit que j'ai été entraîné dans le truc. Mais franchement, et même là, tu sais que même là, des fois, ça me fait beaucoup moins parce que je suis plus à l'aise. Mais franchement, il y a des jours encore, je me lève, des fois, je me dis, ouais, t'es quand même un fou, Amadou. C'est vrai. Ouais, je te jure, je me dis, Et là, tu le dis avec le sourire. En vrai, là, je dis avec le sourire, je décompresse parce que il s'y est passé des choses entre temps, tu vois. Okay. Dieu merci, ça a bien évolué, mais quand même, il y a des jours, je prends du recul, je me dis, en vrai, tu sais, c'est quoi, je vais dire la vérité, hein, je crois que j'ai pas trop confiance. En vrai, j'ai pas conscience encore. Ça s'entend. J'ai l'impression que t'as pas conscience et que t'as pas toujours confiance non plus. Ouais, aussi un peu. Tu vois? Un peu aussi. Ça se dégage. Ça me le dit aussi. Mais en réalité, c'est tout à fait normal. C'est le process parce que c'est comme ça pour beaucoup de monde. Et surtout que t'es toujours dans ce truc-là parce que à chaque fois t'évolues et t'innoves. Tu vois? Alors que si t'étais resté toujours au même stade, t'aurais confiance et peut-être même que tu te serais un peu ennuyé. Tu vois? Ouais, alors, tu vois, peut-être même essoufflé ou pas. Mais pas du tout. Je pense que c'est pour ça. Après, c'est que mon avis. Mais aujourd'hui, en décembre 2021, ça en est où, Banlieusards Nouveaux? Là, Banlieusards Nouveaux, bah là, on a signé là, il y a 2 semaines. Donc là, on va vraiment créer une agence. Tu vois, donc, si tu veux, en fait, il y en a pas beaucoup qui savent, mais en fait, on a le média. Tu vois, sur le média, on interviewe des gens. Personne paye. Il y a jamais personne qui a payé pour passer dessus. Vous avez plusieurs formats dans le média. C'est ça. Le millésime, etc. Tu peux développer un peu? Ok, bah, en gros, on a 4 formats. On a le millésime.
c'est le format où on va à la rencontre de personnes qui racontent leurs histoires, en fait. C'est des histoires inspirantes. Et en fait, la force du millésime, c'est quoi? En général, c'est des personnes qui, au départ, n'étaient pas prédestinées à faire ce qu'elles ont réussi à faire, tu vois. C'est vraiment ça, la trame. C'est des personnes qui font des choses un peu fortes, donc qui partent de loin, ou en tout cas, on les attendait pas là où elles sont aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est le millésime. Après, donc ça, on va dire, c'était vraiment l'ADN du média. Bon, dans Nouveau, on a commencé avec les millésimes dès le départ, tu vois. Et on n'a pas d'autres formats. Deuxième format qui est arrivé, c'est le format Agora. Donc, c'est tout ce qui va être initiative citoyenne. Donc, on va à la rencontre de personnes qui sont sur le terrain, qui se bougent, qui font des choses. Et le but, c'est vraiment de véhiculer le message, tu vois, aux jeunes dans les quartiers c'est important, les gars, impliquez-vous dans vos villes, etc. Parce que, en vrai, c'est comme ça que vous allez régler beaucoup de problèmes. Attendez pas qu'on le fasse pour vous, faites-le, tu vois. Après, troisième format, la banlieusard Valais. Comment est-ce que ce format-là, je le crée? Ça part même pas de moi. C'est un jour, c'est quelqu'un qui va me voir en DM, il me dit, ouais, on aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait et tout? Nous, on aimerait bien présenter notre projet. C'est une start-up. Et c'était des mecs de Villeneuve-la-Garenne et Saint-Denis, je crois. Ils avaient une start-up, un truc je crois, ça s'appelle Speed Barber. Je pourrais oublier le nom, je vais pas dire. Contours. C'était Contours FR. Et eux, du coup, ils ont une application de location en gros, pour réserver dans n'importe quel barbeur à tout moment, tu vois. Et donc, je me dis, ouais, ça peut être bien, tu vois. Mais je leur dis quoi? Je leur dis, attendez, vous venez, vous êtes les premiers, c'est un concept différent. Je pense qu'on peut en faire un format. Donc, je vais réfléchir sur le truc et je vous ferai quelque chose. Mais je veux pas vous interviewer juste en one shot. Parce que j'essaie toujours de garder une cohérence dans le média, tu vois. Et donc, je me dis, vas-y, il faut que je réfléchisse, il faut que je trouve un nom. Tu vois, faut que je trouve un nom à ce format-là. Je réfléchis, je me dis, Banlieusard Valais, je pense que ça peut être bien Silicon Valley, Banlieusard, petit jeu de mots, tac. Donc, je trouve le nom. Et, donc, du coup, c'est comme ça que la Banlieusard Valais, elle est créée. Et je me dis, parce que si eux, ils viennent me voir, des entrepreneurs dans les quartiers, il y en a plein d'autres qui pourraient venir me voir. Et donc, en vrai, ce serait bête de faire juste eux et refermer le truc. Là, on crée un format, on pose, on formalise le truc. Donc, maintenant, le format Banlieusard Valais, il est créé. Et troisième format, Rêve Factory. Comment est-ce que j'en prends conscience? Je regarde, un jour, je tombe sur une vidéo d'un petit, c'est les frérots de putain, j'ai trop de mémoire des fois. Bref, c'est mon pote Jason, tu vois, de Rêver est un crime, en gros, IA Studio, tu vois. Du coup, eux, en fait, ils ont fait une vidéo et un petit, il a un bracelet électronique et on lui dit, c'est quoi ton rêve? Il dit, j'ai pas de rêve. Tu vois, mais il le dit vraiment, c'est profond parce que tu sais qu'il a genre, il a pas, son environnement, en fait, il est tellement stérile. Il a grandi dans un environnement stérile qu'il a pas su l'inspirer pour que lui, il soit, tu sais, il soit inspiré pour se dire, ouais, quand je serai grand, je voudrais faire ci, ça, ça, ça. Et en vrai, moi, j'ai fait le rapprochement entre ce qu'il dit et le fait qu'il a un bracelet au pied, tu vois. Parce que du coup, ça veut dire qu'il a une sanction pénale. Et s'il a ce bracelet-là, c'est peut-être parce qu'il a pas de rêve. Parce qu'à partir du moment où tu as un rêve, tu vas pas faire des choses qui peuvent compromettre tes rêves. T'as rien à perdre, par contre, tu vas faire des bêtises, tu vois. Et donc, je me dis, je vais créer un format, la Rêve Factory, et sur ce format-là, je vais aller voir des jeunes qui viennent de quartier, mais qui, eux, ont des rêves, et qui, surtout, pas juste des rêves, qui agissent pour réaliser leurs rêves, tu vois. Ça peut être des sportifs, il y a Shadi, boxeur, par exemple, j'ai eu Bader, tu vois, qui, lui, comment ça s'appelle, il fait de la photo, etc. Il y a eu Djibi, là, récemment, lui, veut devenir acteur, etc. et plein d'autres, tu vois. Mais, c'est mortel. En tout cas, force à eux, et même le jeune, force à lui, parce que c'est pas facile du tout. Et s'il y a bien une chose que je retiens, c'est que une fois j'ai entendu dire que une personne qui est épanouie, elle sera jamais dangereuse ou méchante envers quelqu'un, tu vois. Elle a pas le temps pour ça. Ça, c'est un truc de ouf. Force à toi pour Banlieusards Nouveau, en tout cas. Merci, hein. Et on est ensemble. Et de ouf. Force à toi aussi. Merci. Attendez, c'est pas fini, hein. Partez pas. Mais est-ce que aujourd'hui vous êtes combien? Parce que t'as commencé, vous étiez combien? Aujourd'hui vous êtes combien? Comment ça s'est développé? C'est quoi la suite? Ça a commencé. Alors au tout début, moi j'étais solo, tu vois. J'ai un pote qui m'a aidé. Après ensuite, il y a un autre pote qui m'a rejoint du coup pour de la vidéo. Je dis des noms ou pas? Bah bien sûr. Du coup, il y a Arnold qui m'a rejoint pour la vidéo et Lantar qui est venu après. Lui, j'aimais bien sa créativité, tu vois. Esprit assez, il est vif, il est créatif. Tu vois, c'est un débrouillard aussi, tu vois. En gros, et tu sais, il avait déjà fait de l'événementiel. Lui, je me souviens, il était même pas majeur. Il organisait des concerts avec la ville, tu vois, pour te dire. Ah ouais, bien. Il avait du réseau, etc. Il s'est constitué tout seul, tu vois. Bien. Donc je me suis dit, lui, ça peut être très très bien pour nous de l'avoir, tu vois. Donc et même c'est mon pote, donc tu vois, directement, il m'a rejoint. Arnold, lui, pareil, tu vois, il fait de la vidéo. Tu vois, en gros, le média, c'est par nous pour nous, vas-y. C'est des potes, c'est des gars que je connais, je vois ce qu'ils font, j'aime bien. Naturellement, je leur dis venir rejoindre moi, tu vois. Force à eux. C'est ça, hein, grosse force. Et du coup, Arnold, lui, à la vidéo,
Du coup, Arnold, lui, à la vidéo, voilà, tu vois, il gère pas mal les interviews, tout ça. En fait, ça, c'est le temps que moi, je monte. Parce que maintenant, je fais de la vidéo aussi, mais le temps que je monte, il me fallait, c'est le nerf de la guerre, production de contenu, donc il me fallait quelqu'un. Après, donc on a continué assez longtemps comme ça, tu vois. Mais on va dire que j'étais beaucoup la base du média, tu vois, la vision, etc. Eux c'était vraiment un appui. Et jusqu'à cet été, hein. On était 3 jusqu'à cet été. Et donc là, cet été, t'as Soa qui nous rejoint. Tu vois, elle nous a rejoint. Elle, je l'avais bien aimé, pareil, j'ai connu, je crois, sur Clubhouse. Et au début, ouais, elle faisait un mémoire, en gros, elle m'a posé des questions, tout ça, nanana. Et donc, on était en contact. Et j'ai bien aimé, l'état d'esprit, sa vision. Je dis, ouais, en vrai, si t'es partant, parce que je sais qu'elle a fait un stage et tout, parce qu'elle a fait du marketing, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, en vrai, tu vois, nous, on est chaud. Bon, bref, ça a matché, elle a validé. Et donc, elle nous a rejoint, tu vois. Et, après, en vrai, il y a eu d'autres personnes, tu vois, qui sont plus sur le média aussi. Donc, comme Prita, par exemple, qui est venue, elle, pareil, je kiffe sa vision. Il y a des journalistes, enfin, vrai, c'est une étudiante en journalisme, tu vois. Mais elle est venue me voir en DM sur Instagram, one shot direct. Et j'ai bien aimé ce truc de, ouais, tu vois, elle a pas peur, elle va au contact et tout. Elle a fait son stage, après ça, elle a continué, là, on l'a prise en service civique actuellement. Et elle, pareil, tu vois, elle va grave auprès des associations, etc. Là, elle a un format, elle, qu'elle va animer bientôt, tu vois, pour te dire à quel point j'ai fait confiance. Après, on a Ibrahim aussi, il nous a rejoint en stage. Lui, pareil, il est sur de l'aspect marketing. Il y a Anae, photographe, pareil. En fait, c'est que des profils. Ces gens, en fait, ils font les choses, ils kiffent, tu vois. Ça veut dire, moi, en plus, c'est beaucoup d'autodidactes, hein. Bon, certains beaucoup. font des études, mais... Et ils sont très jeunes, hein. Après, on va dire que, en vrai, il y a rien de contractuel entre nous, tu vois. C'est plus en mode, vas-y, on fait avancer le truc ensemble. Le temps que ça se structure bien, tu vois. Il y a eu Fatou aussi, après, qui a été, elle présentée par Soa, tu vois. Donc elle est formation juriste, etc. Mais elle, en fait, ce que je kiffe, c'est qu'elle est ultra organisée, tout ça. Et elle nous permet de formaliser beaucoup de choses, tu vois, au sein du média. Et là, récemment, du coup, on est chargé d'affaires, tu vois, Nat, qui nous rejoint. Et, elle, t'as vu, elle va nous donner le coup de fouet, hein, tu vois, pour l'agence, etc. En termes d'ambition. Elle a un sacré bagage, elle, tu vois. Donc, elle a réalisé beaucoup de choses. Et tu vois, j'ai confiance. J'ai confiance, en tout cas, en la suite. Parce que là, vous êtes dans le concret, comme t'as dit tout à l'heure, vous avez signé, c'est bon. Ouais, ça, là, on va accélérer. Là, ça parle business, ça parle plus que média. Exactement. Là, c'est une agence. Là, c'est business, c'est ça. On est vraiment une agence créative. Donc, on a le média pour le soutenir. En fait, le média est dans l'agence, tu vois. Et donc, on a créé un truc au-dessus du média encore. Très bien. Force, mortel. Voilà. J'ai une dernière chose à dire et après, il y aura une dernière question. Comme je te l'ai dit, j'essaie toujours de trouver un lien entre le parcours et quelque chose qui est lié aux cultures urbaines. Ça peut être un élément de comparaison, ça peut être autre chose. Et je sais pas pourquoi, vraiment, moi je laisse mon inconscient bosser, tu vois. Et j'ai réécouté le morceau de Kerry James qui s'appelle 28 décembre 77. Tu te souviens de ce morceau ou pas? Alors moi, je vais t'expliquer quelque chose. Faut pas me dire les titres des chansons. Ok. En fait. Je retiens jamais les titres. Je retiens les flows, les sons, certaines paroles. Mais eh ben, tu sais quoi? Dis-moi en plus. Je vais même te le faire écouter. Ah, allez. En plus, là, c'est excellent. On est bien reçus ici, hein. Bah, frère, attention. Tu crois quoi? Attends. 28 décembre 77, aux abîmes, je suis né. J'ai une famille plus proche des pauvres que d'être fortuné. Je dis pas plus. Il est arrivé, il est pas de France, lui aussi. Il est arrivé. Ce morceau, il dure 9 minutes, je crois. Il est incroyable. Et il m'a inspiré pour plusieurs choses. Il raconte dans ce morceau-là tout son parcours. Il arrive en France, il savait pas parler français, il vivait dans des petits appartes, il vivait chez ses tantes, etc., etc. Ensuite, quand il était jeune, parce qu'il parlait pas bien français, il se faisait tailler ou mépriser par les autres. Mais à force de persévérance, il a grandi, il a commencé vraiment à faire des choix dans la vie, même si parfois c'était un peu compliqué, il flirtait avec la limite et tout, tu vois. Et même à un moment donné, il dit avant, je portais pas de Nike Air, mais plutôt des Jokers. Mon style vestimentaire provoquait des sourires moqueurs, ce qui développa en moi très vite la rage de vaincre, la rage d'exister, l'envie de réussir. Avant je portais pas de Nike Air, mais plutôt des Jokers. Mon style vestimentaire provoquait des sourires moqueurs, ce qui développa en moi très vite la rage de vaincre, la rage d'exister, l'envie de réussir. Est-ce que toi, dans ta jeunesse, dans ta vie,
t'as eu aussi un élément marquant qui t'a donné envie de réussir? Moi, t'as vu, c'est pas un élément, c'est un ensemble, hein, c'est un ensemble d'éléments, tu vois. Bah, en vrai, je vais te dire la vérité, ouais, c'est, en fait, le fait, tu vois, on va dire, premièrement, je suis le plus grand chez moi, tu vois. Ça veut dire, moi, j'ai un exemple. Moi, que je le veuille ou non, c'est comme ça, tu vois, je l'ai pas choisi. Si moi, je dérape, eh ben, il y a de fortes chances que les autres derrière, ça suive. Si je vais dans le bon truc, je leur mets la pression, ils suivent logiquement, tu vois. En tout cas, je maximise les chances qu'ils suivent, tu vois. Il y a ce premier truc-là, il y a le deuxième truc t'as vu, on va dire, je suis quelqu'un, je suis arrivé ici, j'avais 4 ans, 4-5 ans, mais on va dire, j'ai une très bonne mémoire. C'est-à-dire, je me souviens très bien, tu vois, de comment c'était avec mes parents. Quand t'es petit, t'en as pas conscience, tu vois, mais quand tu grandis, tu vois, moi, je suis grand, là. Là, j'ai 28 ans, etc. Ma fille, elle a le même âge que j'avais quand je suis arrivé, tu vois. Et, je me remets un peu à la place de mes parents, tu vois. Je me dis, ouais, c'est costaud ce qu'ils ont encaissé, tu vois. Je sais pas, là, aujourd'hui, je pense que si j'ai pas le choix de le vivre, je vais le vivre, tu vois. Mais c'est dur. Tu vois, c'est dur. Et c'est-à-dire, des fois, tu vois, tu vois, moi, je suis très reconnaissant. Et je me dis, en vrai, il faut, je suis assez débrouillard, tu vois. Si je peux leur rendre, c'est la meilleure des choses. Et ça veut dire, voilà, franchement, ils me demandent rien, tu vois. Ils me demandent rien. Mais tu vois, si je peux leur rendre en les rendant fiers, en faisant des choses, tu vois, comme ça. C'est entre guillemets leur dire, ouais, vous êtes sacrifiés, tu vois, vous avez pris beaucoup de risques, vous avez fait beaucoup de choses. Mais en vrai, vous l'avez pas fait pour rien, tu vois. Tu vois, c'est un moyen, ouais, de leur dire, en gros, vous avez pas regretté tout ce que vous avez fait. Je suis reconnaissant, quoi. Ouais, vous avez pas regretté. Vous avez fait en gros, parce que c'est un truc que je dis, c'est comme si on était, tu sais, quand ils viennent pour nous offrir un avenir meilleur, en vrai, ils investissent, tu vois. De ouf. Ils investissent sacrifice de fou, hein. C'est ça, ils se sacrifient, ils investissent, tu vois, ils payent avec leur sacrifice pour nous, tu vois. Ouais. Et si moi demain en vrai je deviens rien, bah c'est qu'en vrai ils ont fait tout ça pour rien. Bien sûr. Surtout que moi mes parents, on va dire que au Mali, tu vois, mon père il avait un commerce et tout, hein, ça veut dire ça va, tu vois, ça allait, hein, tranquille, on manquait de rien, tu vois. Ouais. Et il vient ici pour nous offrir mieux. C'est-à-dire je suis obligé de faire mieux. Bien en sûr. Vrai, tu vois, si j'ai un minimum de conscience, je suis obligé de faire mieux. Et donc c'est des choses comme ça, tu vois, qu'on fait que aussi en termes d'ambition, tu vois, bah très vite, je voulais un master 2, moi, j'ai pas visé moi, tu vois, je me suis dit ingénieur direct, j'ai réussi à aller, après arriver là, je me dis ouais, mais est-ce que c'est suffisant? En vrai, je sais pas, si ça se trouve, si dans un nouveau ça pète, si ça prend, après, tu vois, si Dieu veut, et je sais pas si tout est installé, peut-être que je veux encore autre chose. Bien sûr. C'est logique. Tu vois, en vrai, je sais pas, je sais pas, elle est où la limite, tu vois. En fait, tant que je pourrais aller chercher, tant que je pourrais avoir de l'impact, en fait, moi, je veux quoi? Je veux changer la vie des gens dans le bien. Tu vois? C'est-à-dire, tant que je peux aller, vas-y, j'irai, tu vois. Force. Dernière chose. Il finit par, maintenant, tu sais d'où je viens, qui je suis et où je vais, et pourquoi mes textes de sagesse sont imprégnés d'une famille plus proche d'être pauvre que d'être fortuné. 28 décembre 77, aux abîmes je suis né, et à une date que j'ignore, un jour je partirai. Maintenant tu sais d'où je viens, qui je suis et où je vais, et pourquoi mes textes de sagesse sont imprégnés d'une famille plus proche des pauvres que des fortunés. 28 décembre 77, aux abîmes je suis né, et y a une date que j'ignore, un jour je partirai. Si tu devais faire le bilan aujourd'hui de ta vie et de ton projet, ce serait quoi avant de partir? Le bilan, le bilan. Faut que je réfléchisse un peu, tu vois, pour pas sortir de réponse bateau, tu vois. Si je vais faire un bilan de tout ce qu'on a dit là et tout. Le bilan, c'est que, en vrai, tu vois, je suis content quand même. Je me sens privilégié, on va dire. Premièrement, je me sens assez privilégié, tu vois, d'avoir vécu ce que j'ai vécu, même si on va dire que ça a pas été, mon histoire, en fait, il y en a pas 10 dans tous mes potes, tu vois, on n'est pas 10 à vivre, tu vois, ils sont tous nés ici, la plupart de mes potes, etc., tu vois. On n'est pas 10 à avoir une histoire similaire, avoir connu ces galères, etc., mais je pense, c'est peut-être ça qui fait que je suis comme ça aujourd'hui aussi, tu vois. Peut-être que si j'avais grandi ici, que j'étais né ici, que j'étais arrivé et que j'avais pas vu mes parents galérer, peut-être que je serais un autre Amadou, on sait pas, tu vois. Et donc, le bilan, c'est que, en vrai, je regrette pas, hein. Je regrette rien, tu vois. Dieu merci, j'ai pas à me plaindre aujourd'hui, donc ça va. Ouais, c'est sur ça qu'on se termine. Comme on dit, hein, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage qui compte. Toujours. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas. Force à toi, mon gars. On est ensemble, toujours. Frérot. Épisode 21 terminé.
J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Ce que je retiens, 3 choses, comme d'habitude. La première, quand tu veux monter un business, n'aie pas peur de flirter avec la limite de l'impossible. En 2, fais les choses avec cœur et sincérité. Donne le meilleur de toi-même. En 3, plus tu vas fédérer autour de toi, plus tu embarqueras de monde avec toi.